Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 7e épisode déjà de .ai. Aujourd'hui, on va parler de multipreneuriat. Alors, je vous cache pas, c'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais que je trouve très cool. J'avais envie de vous exposer un peu la théorie et puis partager quelques idées là-dessus. J'enregistre ça pépouze au bureau vendredi soir. Tout le monde vient de partir, j'ai un petit moment et puis ça donne quelques idées de podcast. Et puis voilà, alors multiprenariat, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement, c'est un terme qui est venu en bonne partie des États-Unis avec des trends d'entrepreneurs qui ont commencé à lancer plusieurs boîtes, plein de boîtes. Il y a eu quelques personnes qui ont poussé le truc à l'extrême de lancer par exemple 12 boîtes en 12 mois. Et puis d'essayer de voir ce qui marchait et d'aller ultra vite au marché et en fait de trouver des product market fit en l'espace d'un mois en tant que tel. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de ce concept-là, de comment ça peut s'appliquer, de ce qui est bien ou pas concrètement dans ces mouvements, et puis qu'est-ce que ça révèle aussi comme tendance de fond. Euh, c'est un mouvement qui vit en bonne partie sur Twitter, hein, parce que forcément pour s'amuser à lancer 12 startups par an, c'est pas ultra commun en tant que tel, donc les gens documentent aussi un peu ces process, et puis ça crée des jolies audiences sur Twitter, donc c'est un concept qui prend assez bien là-dedans. Et ce qui se passe, c'est que, bien sûr, en poussant à l'extrême, pas tout le monde doit lancer 12 startups en 12 mois. Par contre, il y a énormément de personnes sur Twitter, par exemple, qui vont avoir 3, 4, 5, 6 produits. Et ça fait 3, 4 ou 5 ou 6 streams de revenus potentiels. Ce qui est assez intéressant parce que ça veut dire que chacun des projets qui a été lancé n'a pas besoin d'être un grand succès. Ça peut faire 1500 balles de revenus mensuels individuels. Si on en a 6, il y a 10 000 balles. Alors bien sûr, il y a des structures il y a des frais, des trucs comme ça. Mais en soi, on peut avoir 10 000 balles de chiffre d'affaires mensuel, ce qui, une fois tous les frais payés et autres, est largement assez pour se payer un salaire confortable. Donc c'est quelque chose qui est assez attirant sur le papier. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, pas mal de gens essayent de développer un peu ces compétences full stack, c'est-à-dire vraiment avoir la capacité de construire le back-end d'une application, tout le truc caché où le code va s'exécuter, le front-end, d'avoir un joli visuel sur une appli, et puis se dire, ça c'est ma base qu'il faut pour lancer un software. Mais j'ai pas besoin de beaucoup plus. Je réutilise le même template à chaque fois. Et dès que j'ai une idée ou je vois un problème ou moi-même j'ai un problème en tant que tel, je construis un petit outil. Ça peut être des trucs d'automatisation d'email, ça peut être. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les startups qu'on peut lancer sur des aventures un peu plus multipreneuriales, si ça se dit, mais il y a vraiment ce concept de réutilisation d'une seule et même architecture pour plein de verticales, ou en tout cas d'une seule et même stack, pour simplifier le truc le plus possible. Et donc du coup, on arrive en connaissant un peu de back-end, un peu de front-end, en trouvant des problèmes sur lesquels on tombe soi-même ou parce qu'on lit dans la presse ou autre. Et puis, on a plusieurs idées de produits. Et la logique initiale voudrait qu'on se dise je vais en choisir un, je vais l'explorer, je vais vraiment comprendre le marché, je vais m'investir dedans, je vais essayer de monter une boîte, je vais essayer de lever des fonds, je vais essayer de trouver un cofondateur, ceci, cela. Et l'autre logique dit un peu fuck it, j'essaye de le coder ce week-end, je le lance et dans un mois, je vois si ça a marché. Et cette logique multipreneuriat, c'est un peu le summum de ces itérations rapides et ce go-to-market ultra rapide, des fois qui survolent trop le sujet. Hein. Ça, clairement, je pense qu'il peut y avoir des soucis en se disant on se donne 2 ou 3 mois de recul seulement pour essayer de lancer une boîte, mais la plupart des gens ont une approche assez clean là-dessus et ils vont quand même pousser le projet pendant un bon moment, essayer de faire un peu de marketing autour du produit une fois qu'il est fini, parler à des utilisateurs et autres. Mais voilà la logique de base. Donc réutiliser des concepts techniques qu'on connaît, trouver plusieurs verticales potentiellement pour une seule et même idée, ou sinon lancer plusieurs idées mais sur la même stack technique, et essayer de commercialiser ça
et voir lequel des projets prend. Des fois, il y en a un qui va exploser, des fois, les gens vont en avoir 2, 3 qui marchent moyen et 3, 4, 5 qui vont passer à la trappe. Bien sûr, c'est toujours une question de distribution de son temps. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ça permet déjà de mitiger un peu le risque. On n'est pas all-in sur un projet en mode dans 5 ans si on se rend compte que ça ne marche pas du tout. On a paumé le fric des investisseurs, ceci, cela. Donc il y a un peu de diversification en amont. Et puis en même temps, ça permet d'apprendre pas mal de choses sur pas mal de marchés différents. Et je trouve ça toujours intéressant dans la diversification. Donc c'est une approche que je trouve assez pertinente. Il y a par exemple des gens qui font un gars sur Twitter, j'ai plus son nom, mais qui fait pas mal de trucs sur tout ce qui est les jobs remote. Et il a monté du coup un truc une plateforme pour trouver des jobs remote, une plateforme pour trouver des missions freelance remote, une plateforme. Et en gros, il a lancé plein de plateformes comme ça autour des trucs, autour des concepts de remote, des classes, enfin des cours pour apprendre à bosser remote. Enfin, plein de trucs comme ça. Et des fois, il a même lancé la même plateforme, mais sur un axe différent ou plus B2B ou ceci ou cela. Et globalement, il laisse les projets prendre au fur et à mesure en mettant... donc là, lui, il s'est défini comme grande mission, comme grand statement. Je veux démocratiser le travail remote et ce côté un peu nomade. Et je vais construire une suite de produits qui vont correspondre à cette ambition. Parce que c'est là aussi où il y a un côté un peu de parallélisation du taf qui est intéressant, c'est qu'on peut se retrouver à se dire « Ok, je ne vais pas lancer 6 boîtes en même temps. En tant que tel, c'est quasi impossible. Déjà, en lancer une, c'est assez complexe. Par contre, si moi, en tant que personne, je me dis que mon taf, ça va être d'essayer de démocratiser le plus possible le travail remote, et je vais pouvoir essayer de lancer une série de solutions qui vont dans cet axe-là. Je m'excuse, il y a les rideaux qui sont en train de se baisser. Je vais les relever tout de suite. Ok, désolé. Et donc, du coup, ces personnes-là peuvent se donner comme mission de se dire je veux démocratiser un sujet, ou moi, je connais bien tel sujet, mais plutôt que de lancer une seule boîte ou une seule verticale, je vais lancer une série de trucs qui parlent de ce sujet-là. Et des fois, ça peut même être, par exemple, lancer une solution, un SaaS sur un truc, mais aussi lancer un e-book et lancer une formation et lancer plusieurs trucs. Et en gros, avoir cette diversité de produits et penser à sa carrière professionnelle et à son expérience professionnelle comme une forme de portfolio de produits. Et c'est une approche que je trouve vraiment intéressante parce que ça permet de penser de manière un peu plus complète à un plan de carrière. Et je trouve ça... Voilà, c'est tout bête, mais je trouve que ça permet de se poser des questions intéressantes. Et en gros, quel est, dans l'entrepreneuriat, à part dire je vais faire une boîte où je vais vendre des boissons protéinées, je vais vendre ceci, je vais vendre cela, quel est le focus qu'on prend et quel est le mission statement, donc un peu dans quelle mission on va s'ancrer dans les prochaines années, et se dire qu'on va tenter plein de trucs dans ce secteur-là, en lançant plusieurs boîtes, en lançant des formations, en lançant des choses comme ça. Et puis voilà, donc ça s'observe pas mal sur Twitter. Il y a 1 ou 2 gars sur LinkedIn qui commencent aussi à partager des apprentissages sur ce genre de trucs, mais j'ai tendance à penser que ça aura vraiment tendance à se démocratiser. Parce que le go-to-market devient de plus en plus simple. C'est-à-dire la techno, elle est réutilisable. On peut trouver des influenceurs dans sa niche et contacter quelques personnes pour faire la promo d'un produit initialement. On propose de l'affiliation, des choses comme ça, et ça peut déjà marcher sans mettre de budget initialement. On peut tester très vite parce qu'on a accès à des gens sur les réseaux sociaux aussi. Et puis il n'y a plus vraiment de frein. Donc je pense que c'est une évolution logique
voilà, quand on voit que les barrières à l'accès les barrières à l'entrée en entrepreneuriat sont effondrées au fur et à mesure avec les évolutions récentes, avec Internet, avec tout ça, je pense que le multiprenariat, c'est un peu l'avenir de ces trucs-là. Bien sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, les gens qui aiment bien faire du multitasking et prendre les apprentissages qu'on a sur un secteur, c'est ça le truc qui est très cool, c'est qu'on peut tester un truc sur une niche et se dire est-ce que ça a marché ou pas sur telle niche, et puis venir la répercuter sur d'autres produits qu'on a lancés ou autres. Et ce qui est aussi très sympa, c'est que maintenant il y a des voies de sortie pour certains projets. Par exemple, je sais pas, on a un projet à 500 balles de revenus mensuels. Après quelques temps, ça ne nous intéresse plus de faire la maintenance. Il y a quelques clients encore qui tournent dessus, mais on n'a pas le temps de s'en occuper ou autre. Aujourd'hui, avec du acquire.com ou autre, il y a des plateformes pour revendre ces projets-là. Et c'est des reventes qui sont pas nulles, hein, à 500 balles par mois. C'est un projet qui fait 6000 balles par an. Globalement, vous allez pouvoir vendre ça entre 3 et 4 fois le chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez partir avec 20 000 balles pour un petit repo de code qui traîne, que vous exploitez plus ou autre. Je pense que c'est assez pertinent. Ça permet de tenter plein de trucs. Ça permet de cash out quand on a besoin. Et je pense que c'est une évolution en tant que telle assez logique. Il y a des trucs assez cool aujourd'hui maintenant qui sont forcément possibles avec l'intelligence artificielle. Il y a par exemple, je crois que le mec s'appelle Damen, il a lancé un truc qui s'appelle pdf.ai. Et c'est un truc où on drag and drop un PDF dans une interface web et on peut communiquer avec le PDF. Ça utilise ChatGPT derrière. Et là, ils sont en train... Donc, ils ont lancé une première solution globale. Le truc prend vraiment bien. Ils doivent faire... je crois qu'ils font un peu plus de 150 000 euros de revenus annuels récurrents en quelques mois. Donc vraiment jolie traction. Et là, maintenant, ils sont en train de lancer plein de verticales de ce truc-là. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui voulaient des trucs qui étaient capables d'analyser des PDF plus scientifiques. Alors là, du coup, ils prennent simplement un modèle qui va d'OCR, donc de reconnaissance de caractère, qui va pouvoir bien analyser les trucs scientifiques. Et ils lancent un truc pour pouvoir interagir avec des documents scientifiques. Ils lancent un truc pour interagir avec des documents financiers, avec une couche de sécurité en plus, un peu plus de data privacy, de choses comme ça. Et là, maintenant, ils peuvent le décliner à l'infini. Et en fait, ils se sont dit, nous, on veut démocratiser l'accès. Maintenant, il a fini par embaucher des gens sur ce truc-là. Mais ce qui est cool, parce que ça montre qu'on peut avoir cette vision multiprenariat. Et quand il y a des projets qui grossissent suffisamment, se dire que ce projet-là ne va pas devenir forcément le principal, mais qu'on va monter pas mal d'autres projets à côté, toujours, mais que le projet principal peut avoir des employés, par exemple. Et là, ce projet pdf.ai a chopé des employés et maintenant il a déployé quelques autres verticales, et puis il va voir lesquelles prennent, et puis il partage ses apprentissages sur Twitter à ce niveau-là. Donc ouais, c'est un concept que je trouve ultra pertinent. Pas grand-chose de plus à dire là-dessus d'un point de vue théorique, si ce n'est que après j'enchaîne et je vous parle de comment est-ce que j'essaye d'appliquer ça. Mais en tout cas, quand j'ai découvert le terme, j'avais trouvé ça... je trouvais que ça méritait d'être démocratisé. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, je dirais, c'est que j'ai essayé de définir un peu un mission statement de mon côté quand je relançais un site web pour moi, et du coup j'avais un peu ce truc j'avais pris un template de boîte de SaaS. Donc en gros il y a un endroit où il faut mettre c'est quoi la proposition de valeur, et je m'étais dit c'est intéressant de réfléchir à c'est quoi ma proposition de valeur sur les trucs que j'essaye de construire dans les prochaines années. Et globalement en réfléchissant un peu, je me suis dit en soi, avec Biped, on fait de la détection d'obstacles pour les personnes malvoyantes. Donc, on a un vrai ancrage sur le fait de casser des barrières à l'accès à certains éléments. Et donc, du coup, ce truc de se dire, prendre un ancrage de réduction des inégalités, je trouve que c'est pertinent parce que moi, c'est un sujet qui me parle énormément. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles j'ai monté Biped. Et peut-être que sur les side projects que je veux monter, il y a
je peux arriver à trouver cet ancrage-là, parce que je sais que si je fais un side project où je vais plus être, je sais pas, un petit assistant pour ses finances perso ou un truc comme ça, en vrai c'est cool à développer, mais je pense que je me ferais peut-être un peu plus chier à un moment, et puis je finirais par revendre le projet ou simplement pas le faire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, réduction des inégalités, ça, c'est un axe qui me parle. Il y a plein de trucs à faire. Biped, c'est un super projet à mettre en avant en principal. Et donc, je me suis dit, bon, bah, dans cette stratégie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je sais que j'écris pas très bien, mais je me suis dit, j'ai envie d'écrire un format un peu plus long, un e-book. Donc, pour partager aussi les apprentissages du fait de monter une boîte dans le secteur du handicap, parce que je parlais à des centaines, si ce n'est des milliers de personnes non-voyantes dans les dernières années, et que ça m'a donné déjà une vraie claque, parce qu'on peut vraiment évoluer dans des bulles, mais aussi une vraie idée des challenges qu'on peut rencontrer au quotidien quand simplement se rendre à l'université, c'est la barrière principale pour pouvoir même partir faire des études et finir par avoir un job et combler le gap derrière. Je me suis dit, ouais, il y a des soucis fondamentaux à résoudre. La tech, il y a un super moyen de le faire. Et donc, beaucoup d'apprentissage ces 2 dernières années là-dessus. Je me suis dit, un e-book, c'est un super moyen d'essayer de combler ça. Donc là, j'ai commencé début 2023 la rédaction d'un e-book là-dessus, où j'essaye un peu plus de formaliser certains trucs que j'ai appris. Ça prend du temps, mais c'est cool. Je suis pas bon en écriture, donc c'est ça qui prend du temps. Mais je suis sûr que quelqu'un qui est bon en écriture aurait déjà bouclé ça. Et puis, je me suis dit aussi, j'ai envie d'explorer des trucs un peu plus légers techniquement à construire. Donc, mais qui apportent quelque chose. Et typiquement, je voyais de l'autre côté, sur tous les sujets d'apprentissage, toujours dans l'idée de partage de contenu ou autre, ChatGPT aujourd'hui offre des trucs ultra stylés. Je me suis dit, bon, il y a des manières, par exemple, dont on peut mettre le contenu à disposition de gens qui n'ont pas forcément accès à toutes ces dernières innovations, pour que ça leur apporte de la valeur. Alors pourquoi, par exemple, ne pas lancer quelque chose qui permet à des personnes âgées d'envoyer un message sur WhatsApp, par exemple, pour faire un assistant de culture générale ou un truc comme ça, et d'avoir accès à certains prompts, à une version de ChatGPT un peu promptée, qui puisse donner des feedbacks globalement à la personne, mais directement via une conversation sur WhatsApp. Comme ça casse aussi la barrière de « Ah bah tiens, il y a un nouveau truc à installer » ou autre. Et si la personne a fait simplement la démarche de déjà avoir un smartphone, je prends un use case de mes grands-parents ou autre, et ben en fait, ils ont accès à une technologie qui est en train de révolutionner pas mal de trucs sur la planète, mais où il y a encore un gap dans le fait d'accéder à ce genre de techno. Et là-dessus, il y a 1 ou 2 personnes qui travaillent aussi sur des trucs assez cool. C'est que ChatGPT, on peut partir d'un vocal. Le vocal, il n'a pas du tout besoin d'être parfait. Et donc, en gros, il y a des gens qui ont développé un petit truc pour reformuler la question d'une personne en bon français, par exemple pour une personne qui est étrangère, et de venir générer je sais pas, un courrier pour aider pour des démarches administratives ou des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça hyper cool. Bon, mais plus dur de trouver un business model, mais je trouve ça hyper cool dans l'idée d'utiliser des interfaces extrêmement simples auxquelles tout le monde a accès, et qui permettent de délivrer de la valeur et de donner des chances un peu, enfin, d'œuvrer peut-être je tire un peu, j'extrapole peut-être un peu, mais d'œuvrer à l'égalité des chances également dans l'accès aux technologies. Et donc moi, je me suis dit, bon, ça me permet ce framework de multipreneuriat, c'est une théorie qui me plaît bien. Je me pose la question, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Le truc de réduction des inégalités, ça me plaît bien, et ça va dans la logique de personal branding aussi que je développe. Et je me dis, la série de produits, de software, de contenu, de tout ça, globalement, je le mets dans cet axe-là. Et puis tout ça rentre un peu dans un portfolio de choses que je développe et que je propose. Et voilà, donc je pense que de plus en plus on verra ça, enfin en tout cas j'espère. Après
En Suisse, si vous écoutez ça depuis la Suisse, en Suisse, on aura toujours un petit temps de retard sur l'adoption de ce genre de truc, mais c'est pas grave. Et j'espère que de plus en plus, on aura en tout cas cette question à se poser initialement de qu'est-ce que j'ai envie de faire et est-ce que c'est un seul truc que je veux faire. Et je pense pas que ça sera mal vu de se dire tiens, j'ai envie de lancer 2 boîtes et puis peut-être d'écrire un e-book à côté. Ça veut pas dire que la nouvelle génération est 100 000 fois plus productive et arrive à tout faire. Mais je trouve ça pertinent de se poser cette question et de réfléchir à l'assemblage ou à la manière dont tous ces trucs-là s'imbriquent. Donc voilà, un peu tout pour l'épisode d'aujourd'hui, un peu plus court, mais parce que c'était une notion un peu plus nouvelle. Et puis je vous partagerai un petit peu les insights au fur et à mesure aussi du développement de ces side projects. Je vous tiendrai au courant. C'est tout le truc, du coup, vu que le job principal, ça ne change pas par rapport aux générations précédentes, il prend toujours autant de temps. Tous les plus petits projets à côté sont un peu retardés, mais ce qui change, c'est qu'avec Biped, par exemple, on a levé des fonds, donc on a aussi le commit que ça soit le projet principal, là où rien n'empêche de lancer après l'université trois verticales sur un même trois petits logiciels par exemple en même temps, et puis de voir lequel prend et se mettre un peu moins la pression qu'en partant sur une boîte en tant que telle. Mais bon, j'aime bien toucher à tout et voilà, c'était le partage de la petite notion du jour. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, envoyez-moi vos commentaires ou autres. J'ai lancé mon site aussi, mael.ai, enfin mael.ai pour la référence au podcast. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!